Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et je me tourne vers Régis Le Sommier. Bonjour Régis Le Sommier. Bonjour. On rappelle que vous êtes directeur de la rédaction d'Omerta et vous êtes auteur de La vérité du terrain, récit d'un reporter de guerre aux éditions Bouquin, de Jusqu'au dernier Ukrainien, récit d'un reporter de guerre aux éditions Max Milo. Et puis vous êtes directeur de la rédaction Omerta et le deuxième numéro d'Omerta est sorti, c'est Immigration. Il s'intitule Immigration, chaos organisé. Oui, tout à fait. C'est un grand, encore une fois, en fait, on l'avait fait le premier qui avait rencontré un certain succès, était consacré à l'Ukraine et à la guerre en Ukraine en particulier, avec des voix, comment dire, un petit peu originales, on va dire, par rapport à cette voix, par rapport à cette guerre, comme Maurice Gourde-Montagne, Henri Guénaud, Arnaud Klarsfeld et quelques autres qu'on avait réunis pour ce numéro. Mais là, on fait un petit peu la même chose aussi. On a des grands entretiens avec Julien Drey, Éric Zemmour, Gilles-William Goldnadel et bien d'autres. Mais on a surtout une des caractéristiques d'Omerta, c'est d'aller sur le terrain, d'aller dans les endroits où peu décident d'aller, ou peu, ce sur quoi peu s'interrogent. Et en particulier, on a des reportages en Tchétchénie, on a des reportages en Tunisie, à Mayotte et également on est dans en fait là où l'immigration arrive. En fait, on essaie de comprendre pourquoi une partie, prenez un pays comme l'Afghanistan par exemple, que je connais bien, c'est un pays où tout le monde veut partir. Et on essaie de comprendre comment. Et je pense qu'on ne peut pas comprendre l'immigration ni lutter contre si on ne saisit pas l'impact et la capacité d'attraction, notamment de l'Europe, et qu'on n'arrive pas à essayer d'esquisser des solutions à ça. On est condamné à voir ces migrants prendre des bateaux et parfois mourir pour traverser la Méditerranée. Donc voilà, on va au cœur des choses et c'est un dossier complet, ça sort jeudi en kiosque, dans tous les kiosques. Voilà le deuxième magazine d'Omerta, Immigration, chaos organisé. On se tourne ensemble vers Daniel de Montplaisir. Vue de haut. Bonjour Daniel de Montplaisir. Bonjour. Alors vous êtes historien, auteur d'une dizaine d'ouvrages dont Louis XX, une autre histoire de France, ou Quand le lit terrassait la rose, 700 ans de victoire française sur l'Angleterre, Quand le lit affrontait les aigles, 1000 ans de démêlés franco-allemands aux éditions Mareuil. Puis vous êtes avec nous ce matin pour ce livre France-Russie, la grande histoire aux éditions Mareuil aussi. Alors je voulais évidemment vous parler d'actualité parce que la Russie est dans l'actualité depuis un an maintenant. Ça ne vous a pas échappé. Et vous dites notamment la Russie et la France ont presque toujours intérêt à s'allier et si souvent on tend de mal à se comprendre. Alors, est-ce qu'aujourd'hui c'est toujours le cas? Et je voulais vous parler aujourd'hui où en sont les relations entre la France et la Russie aujourd'hui? Elles sont hélas quasiment dans une impasse. Pour une raison simple, c'est que la France a changé de politique étrangère depuis une quinzaine d'années, ou pour dire les choses plus simplement, voilà 15 ans que la France a renoncé à avoir une politique étrangère. Pendant des siècles, la France a eu des relations avec la Russie, des relations difficiles, des relations conflictuelles, mais la France a toujours eu avec la Russie une relation autonome, indépendante. Souvenons-nous du général de Gaulle, ou même encore la présidence de Jacques Chirac. Aujourd'hui, pour avoir une relation avec la Russie, la France, elle passe par Washington, ou je dirais même de manière un petit peu plus cruelle mais réaliste, elle passe par le Pentagone. C'est ça. Et aujourd'hui, donc, vous ne pensez pas que la France peut être un médiateur crédible entre la Russie et l'Ukraine, comme a essayé de faire Emmanuel Macron à un moment? Alors, c'est tout à fait juste. La France devrait être en position de médiateur. Parce que c'est une guerre, c'est comme une grève. À un moment donné, il faut la terminer. Il y a trois façons de terminer une guerre. Soit l'un des deux belligérants l'emporte nettement sur l'autre, soit les deux s'épuisent mutuellement et décident de se réunir autour d'un tapis vert, ou bien on fait appel à un médiateur. La France aurait dû historiquement être ce médiateur. Et je crois d'ailleurs, il faut le reconnaître, Emmanuel Macron, il a tenté au début, avant que la guerre ne se déclenche, de l'empêcher par sa médiation. Mais le problème, c'est qu'est-ce que la France pèse aujourd'hui dans le monde vis-à-vis de la Russie ou d'autres grandes puissances, puisqu'elle est un pays complètement aligné. Pour être un médiateur, pour avoir une voix indépendante forte, vous ne pouvez pas être, il faut être un pays indépendant. La France est devenue, hélas, un pays aligné.
Régis Le Sommier. Oui, alors c'est intéressant ce que vous dites à propos d'Emmanuel Macron, puisque la couverture de votre livre, en fait, rappelle cet épisode qui était une sorte de restart, on dira, dans les relations franco-russes tentées par Emmanuel Macron dès le début de son premier quinquennat, en invitant Vladimir Poutine à Versailles, alors qu'il n'y était pas obligé. Donc il y avait quand même un souhait. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Emmanuel Macron n'a pas, dans la durée, finalement, réussi à changer? On sent qu'il a une volonté d'apporter une voix différente, cette voix que vous expliquez dans cette histoire des relations diplomatiques entre la France et la Russie. Mais pourquoi finalement il a échoué, quoi? Alors je suis d'accord avec vous sur les tentatives d'Emmanuel Macron de faire peser la France davantage en Europe. Pourquoi a-t-il échoué ou pourquoi a-t-il changé d'orientation? C'est à lui qu'il faut lui poser la question. Je suis un historien trop modeste pour être dans le secret des présidents de la République français. Mais il est exact que c'est assez décevant de voir qu'il y a quelque temps, nous pouvions espérer en la France pour faire entendre sa voix et jouer en faveur de la paix et de l'entente européenne. Et aujourd'hui, que tout ça est complètement massacré par un alignement. Moi, je suis assez peiné quand j'entends Elisabeth Borne tenir un discours qui semble avoir été dicté par les États-Unis. Oui, c'est ça. Et ce que vous dites, c'est que notamment donc, les États-Unis et l'OTAN aussi ne connaissent pas véritablement l'histoire de la Russie, et c'est pour ça que cette guerre est aussi incompréhensible pour eux. C'est-à-dire qu'il y a une méconnaissance notamment de la Russie et puis de l'Ukraine, de la relation entre la Russie et l'Ukraine. L'OTAN et les États-Unis ont commis un énorme contresens, volontairement ou involontairement, peu importe. Ils ont cru que la fin de l'Union soviétique, la fin du Parti communiste signifiait un affaiblissement de la Russie. Alors que c'est exactement le contraire pour le peuple et pour les élites russes. La fin du Parti communiste, c'est le retour à la Grande Russie, je dirais presque à la Sainte Russie. La Russie veut être reconnue pour ce qu'elle est, c'est le plus grand pays du monde. Emmanuel Macron lui-même disait c'est un pays européen qui s'étend de l'Atlantique jusqu'à Vladivostok, il allait plus loin que l'Oural, il avait parfaitement raison. C'est un pays qui ne peut pas être méprisé, irrespecté, si le mot existe, et provoqué comme l'ont fait les États-Unis. Faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN, c'est complètement stupide. Quel rapport la plaine d'Ukraine a-t-elle avec l'Atlantique Nord? Imaginons qu'au temps du pacte de Varsovie, le Mexique ou le Canada aient voulu rentrer dans cette alliance. Aujourd'hui, c'est ce que l'on fait. Demain, on pourrait avoir des navires américains relâchant dans le port d'Odessa. Il n'y a pas plus russe que le port d'Odessa, même s'il a été aménagé par un Français. Oui, on va y revenir d'ailleurs. Et puis, je voulais revenir sur la première alliance donc avec Anne de Kiev, qui épouse donc Henri Ier en 1051. Donc ça, c'est la première fois où il y a une relation, on va dire, entre la France et la Russie. C'est la première relation diplomatique. Alors, il y a peut-être eu avant, mais on n'en est pas sûr du tout, c'est anecdotique et amusant, des marchands du centre de la France qui se seraient égarés un petit peu jusqu'en Russie. Bon, ça, c'est pas sûr du tout. Ce qui est certain, c'est que les premiers contacts officiels ont lieu en 1048, donc 3 ans avant le mariage, parce que le roi Henri Ier cherche une deuxième épouse, que l'Église interdit les mariages consanguins jusqu'à un degré assez élevé, et donc on est obligé d'aller chercher des princesses très lointaines, et c'est comme ça qu'on tombe sur une princesse kievaine, comme on disait à l'époque, car Kiev, il ne faut pas l'oublier, c'est la capitale historique de la Russie. Et justement, c'est intéressant que vous dites ça, parce que notamment Vladimir Poutine a dit que cette guerre en Ukraine, c'était finalement, il voulait reprendre des territoires qui étaient historiquement russes. Et ce qu'on apprend avec votre livre, c'est que, en tout cas, c'est vrai. Alors, ça ne justifie pas forcément une guerre. Ça, absolument, moi je ne défendrai jamais un fauteur de guerre. La guerre, pour moi, est un crime, et tout fauteur de guerre est un criminel, sauf évidemment quand il est en situation de légitime défense. Mais historiquement, Vladimir Poutine a raison. L'Ukraine n'a jamais été un État indépendant. Elle l'a été en 1918 par la volonté de l'armée allemande qui était en train d'envahir la Russie. Elle a cessé très vite de l'être. Ensuite, lorsque l'Union soviétique a été organisée par République socialiste soviétique, on a créé une République socialiste soviétique d'Ukraine. Mais toutes ces républiques socialistes soviétiques, c'était un peu un leurre parce que ça permettait en réalité de laisser le pouvoir à un seul organisme qui était le Parti communiste. C'est Khrouchtchev qui a
Staline, qui entre l'Ukraine et la Russie a organisé des mouvements de population, qui a condamné des populations à la misère. Enfin bon, on ne reviendra pas sur cette histoire affreuse. Et c'est Khrouchtchev qui, dans un oukase, je crois, de 1959 ou 1960, a déplacé la Crimée de la République socialiste soviétique de Russie vers la République socialiste soviétique d'Ukraine pour des raisons administratives, politiques, etc., un petit peu incompréhensibles. Et là aussi, quand je vous dis la France et les États-Unis n'ont pas compris, quand la Russie a réclamé la possession de la Crimée, il est évident que comme si la France demandait de reprendre l'Alsace. Voilà. Régis Le Sommier. Alors, moi, ce qui m'a frappé dans votre livre, ce qui est, je trouve, l'un des points forts, c'est vous avez réussi à montrer quand même que entre la France et la Russie, il y a beaucoup de points communs, finalement. Il y a beaucoup de... On se cherche, on se jauge. Vous avez évoqué, évidemment, Anne de Kiev, dont on avait un petit peu oublié. On ne peut pas dire qu'avant la guerre en Ukraine, on entendait beaucoup parler d'Anne de Kiev. Maintenant, quand on parle des relations franco-russes, on en parle. Mais il y a aussi ce personnage de Richelieu que vous ressuscitez. On apprend justement ses origines. On apprend aussi avec cette phrase de Talleyrand qui est assez terrible, qui dit vous êtes trop russe, monsieur de Richelieu, et peu digne du nom que vous portez. Donc on sent qu'il y a une sorte de... Il y a déjà un parti anti-russe en France, et puis il y a aussi ces personnages souvent liés à l'immigration. On a eu beaucoup de Russes aussi ensuite, les Russes blancs, etc. Puis toute la révolution bolchevique aussi est passée par Paris. Je crois que c'est même à Paris qu'a eu lieu la scission entre les mencheviks et les bolcheviks. Donc voilà, donc la Russie et la France, il y a toujours cette chose. Et puis finalement, à part de manière conflictuelle avec Napoléon et d'autres épisodes, on n'arrive pas à se trouver en fait, France et Russie. Alors la première séparation, elle est comme souvent d'origine religieuse lors de ce qu'on appelait le grand schisme d'Orient, quand la Russie épouse la religion orthodoxe et se sépare ainsi des régions catholiques de l'Ouest, de sorte que la Russie est par exemple quasiment évacuée des croisades, ce qui est quand même une grande surprise. Le contact après Anne de Kiev, le mariage avec Henri Ier, puis son fils Philippe Ier, c'est elle qui a introduit d'ailleurs le prénom Philippe en France. Les pays restent séparés pendant plusieurs siècles, jusqu'à ce que Henri IV dise il faudrait peut-être un peu s'intéresser à la Russie et envoie un émissaire étudier un peu le pays, et puis surtout avec l'arrivée de Pierre le Grand à Paris au moment de la Régence, qui embrasse le petit Louis XV, qui veut découvrir, qui va sur les chantiers de Paris interroger les ouvriers pour savoir comment ils font, etc. À partir de là, le contact reprend, et puis alors il se développe évidemment avec les Lumières, avec Diderot, avec d'Alembert, avec Voltaire. Alors c'est très surprenant, vous parlez de Pierre le Grand qui vient à Paris, et puis vous décrivez aussi la visite de Khrouchtchev aussi, de Gaulle, et là on lui fait, mais c'est plus qu'un chef d'État habituel, il fait vraiment du tourisme en France, et on a l'impression que Pierre le Grand, quelque part, les Russes aiment bien, et on se jauge, mais finalement ça n'aboutit à pas grand-chose. Mais on a l'impression, à chaque fois que la mayonnaise retombe, elle monte comme ça rapidement, on dit, il va se passer quelque chose entre les deux pays. Il y a eu quand même des alliances formidables. Bien sûr. La tentative de Napoléon de se partager le monde avec Alexandre, sauf que là, c'est un autre malentendu. Napoléon pensait qu'il pouvait traiter d'égal à égal avec Alexandre. Alexandre toujours regardait Napoléon comme un usurpateur dangereux. Donc voilà, ça c'était quand même l'erreur qu'a commise Napoléon. Il y a eu des bêtises ensuite du temps de Louis-Philippe. La révolution de 1830 avait beaucoup choqué le tsar Nicolas Ier. Il y a eu une énorme bêtise, c'est évidemment la guerre de Crimée, où Napoléon III a sacrifié des soldats pour les intérêts purement britanniques, enfin en tout cas une certaine conception des intérêts britanniques. Et puis ensuite, suite à la guerre de 1870, on ne peut pas dire grâce à la défaite de 70, mais après la guerre de 1870, la France et la Russie se sont retrouvées et ont formé quand même cette alliance militaire et économique essentielle. Les 12 emprunts russes, c'est quand même ce qui a permis d'industrialiser la Russie. Et puis en même temps, cette alliance militaire qui fait qu'en 1914, les Français savent que les Allemands vont leur tomber dessus. Ils savent que l'armée française n'a pas les moyens de résister seule à l'armée allemande, que les Anglais, il faut compter sur eux moyennement, et que si on n'a pas l'appui de la Russie, c'est fichu. Et on a l'appui de la Russie d'une manière même tout à fait remarquable, puisque Nicolas II va sacrifier ses troupes à la bataille de Tannenberg pour sauver Paris de l'invasion. Sans l'offensive prématurée des Russes en Prusse orientale,
2 jours, la bataille de la Marne aurait été une défaite française. Et ça on en reparlera notamment. Moi, je voulais revenir aussi avec vous sur Catherine II, donc, qui est fascinée à la fois par la France, par la République des lettres, par toute la littérature française, et puis qui en même temps déconsidère la France, notamment après la perte de ses colonies en Amérique. Donc il y a aussi un lien entre la France et la Russie qui est littéraire, de ces 2 grandes nations littéraires, la France et la Russie. Alors vous faites bien de parler de Catherine II, parce que Catherine II, j'avais dit ça, la France et Catherine II, je t'aime moi non plus. Elle a un grand attrait pour la France et la culture française, mais en revanche, elle est extrêmement déçue par la politique de Louis XV. Elle ne comprend pas très bien la politique étrangère de Louis XV. Et Louis XV a beaucoup de mal à comprendre la Russie aussi. C'est un homme qui est perclus de morgue aristocratique, et comme Catherine II a du sang un peu mêlé de roturier, il considère que c'est une espèce de dictateuse, si on peut dire, au petit pied, et les deux n'arrivent pas à s'entendre. Mais longtemps, ça va durer avec la Russie. Mésentente ou méfiance politique et grande adhésion sur le plan culturel et littéraire. Oui, c'est ça. Régis Sommier. Non, moi, je voudrais un petit peu examiner avec vous la relation des Français avec la Russie, parce qu'on a quand même eu, vous avez évoqué les bolcheviks tout à l'heure, et la question du communisme. On a eu en France un parti communiste qui a été parmi les plus fidèles à Moscou pendant très longtemps, et qui a représenté quand même 25% de l'électorat à certains moments. Donc, le plus fidèle à l'Ouest. Oui, sans doute. Voilà, avec je me souviens de la une de l'Humanité le jour de la mort de Staline, avec les peuples qui s'inclinent devant le grand Staline. Enfin bref, on y est allé on n'y est pas allé de main morte, on dira, enfin en tout cas notre parti communiste. Qu'est-ce que ça vous dit aujourd'hui, qu'est-ce que la France a-t-elle finalement peur? Elle est fascinée, elle est actuellement, évidemment, c'est la guerre, et bon, il y a une partie des Français qui évidemment soutiennent les Ukrainiens. Comment vous voyez cette évolution? Est-ce qu'on sortira jamais de cette idée que la Russie, c'est un truc immense qui a pu guider les peuples à certains moments pour sa partie communiste, et puis qui aujourd'hui effraie un petit peu? Mais alors, 2 périodes sont tout à fait frappantes. Pendant longtemps, la Russie, pays terriblement conservateur, avec ses tsars autocrates, comme on disait, se méfie de la France révolutionnaire et république. Même du temps d'Alexandre III et de Nicolas II, donc de la grande alliance entre la France et la Russie contre l'Allemagne, ils ont un peu peur de ce pays républicain. Pour eux, c'est le pays gauchiste dangereux. Après, lorsque la révolution russe arrive, c'est exactement le contraire. Rappelez-vous que la France de 1919, elle soutient plutôt les Russes blancs. La première campagne que fait le général de Gaulle en tant que jeune capitaine, c'est en Pologne. Enfin, plutôt la deuxième, parce qu'il avait déjà participé à la Première Guerre mondiale. En tant que capitaine, c'est contre les Rouges en Pologne. Et les choses, effectivement, à ce moment-là, s'inversent complètement, ce qui, effectivement, ne facilite pas les choses. Et cette ambiguïté va durer et se développer, vous avez raison de citer Staline, après 1945, et surtout lorsque le général de Gaulle est au pouvoir, il tient à l'alliance avec l'Union soviétique pour faire pied aux États-Unis et pour affirmer l'indépendance française, mais en même temps, il est terriblement anticommuniste. Alors, on est terriblement anticommuniste, parce qu'on a peur du Parti communiste en France, qui ne cache pas que son intention, c'est de prendre le pouvoir, et en même temps, on est assez admirateur de la politique économique soviétique, et notamment de son Gosplan. Pourquoi est-ce que le général de Gaulle instaure le plan en 1958, c'est un peu parce qu'on reprend le modèle de la planification soviétique. Ouais. Et donc ça, c'est De Gaulle, mais on va en reparler aussi. Je voulais revenir sur la ville d'Odessa, parce que vous l'avez dit, la ville d'Odessa, dont on a parlé dans l'actualité, qui est cible de nombreuses attaques, notamment russes. Donc c'est une ville qui est ukrainienne, et c'est une ville finalement qui a été russe historiquement russe. Dites Odessa, mon amour. Odessa, mon amour, oui, c'est le titre d'un chapitre. Oui. Odessa, mon amour, qui a été aménagé par un Français à l'époque. Donc on se rend compte qu'à la fois, Odessa, c'est une ville qui pourrait qui fait partie des relations entre la France et la Russie, mais qui aujourd'hui est en Ukraine et qui est attaquée.
Alors, Odessa, si vous avez eu la chance, vous avez un jour le bonheur de passer par Odessa, vous verrez que c'est une ville française, architecturalement, parce qu'elle a été aménagée par un Français, le duc de Richelieu. Drôle de personnage, fascinant personnage, arrière petit-neveu du grand cardinal. Il est parmi les émigrés lors de la Révolution. Il va jusqu'à Saint-Pétersbourg. Il sympathise avec le futur tsar Alexandre Ier. Ils deviennent amis. Le tsar lui accorde plus que la confiance, lui porte une importante admiration et confie à Richelieu des missions importantes, notamment l'aménagement de la Crimée, que l'on appelle la Nouvelle-Russie, et la nécessité de construire un port à eau profonde qui doit être le Saint-Pétersbourg du Sud. C'est l'objectif de ce moment-là. Et ce Saint-Pétersbourg du Sud, c'est Odessa. Vous voyez à quel point Odessa, effectivement, est une ville essentiellement, historiquement russe. Oui, c'est ça, tout à fait. Et on va revenir notamment sur votre livre, Daniel de Montplaisir, avec Régis Le Sommier, France-Russie, la grande histoire, aux éditions Mareuil. Mais tout de suite, il est 9h, c'est l'heure du bulletin d'actualité d'Adèle Rosner. Ligne droite. Très haut, il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Et nous sommes toujours avec Daniel de Montplaisir et Régis Le Sommier. Daniel de Montplaisir, je voulais revenir avec vous, vous l'avez dit, sur le lien entre la France et la Russie par rapport à l'Allemagne. Parce que donc, le grand ennemi de la France, c'est quand même l'Allemagne avec l'Angleterre, évidemment. Mais il y a un moment, l'Angleterre a été alliée, mais la France n'a pas complètement confiance en l'Angleterre, ou en tout cas, ça ne suffit pas. Et donc, elle cherche, avec la Russie, notamment dès Nicolas II, un allié qui va durer pendant des siècles. C'était déjà aussi le souci des rois de la Restauration. Louis XVIII et Charles X étaient persuadés de la nécessité d'une alliance avec la Russie. Charles X, un roi un peu méconnu, qu'on a souvent présenté comme un imbécile, ce qui n'était pas du tout, même s'il a fait quelques erreurs à la fin de son règne qui ont emporté son trône, considérait que la Russie était le seul pays d'Europe avec lequel la France n'avait aucune divergence d'intérêt. Qu'elle en avait forcément avec l'Allemagne, qui n'existait pas encore, mais les principautés allemande était puissante, elle en avait avec l'Autriche, avec l'Angleterre, avec l'Espagne. Lui considérait que la Russie, c'était le pays avec lequel la France devait s'entendre parce qu'il n'y avait aucun risque de divergence. Et c'est d'ailleurs de concert, quand même, on l'oublie souvent, que la France et la Russie ont détaché la Grèce de l'Empire ottoman pour assurer l'indépendance de la Grèce, ce qui voulait dire aussi la liberté des Grecs et la liberté des chrétiens orthodoxes grecs, sur lequel Charles X, le catholique, et Nicolas Ier, le tsar, s'étaient mis parfaitement d'accord. Et justement, donc aujourd'hui, encore, donc la France et la Russie pourraient avoir des liens. Régis Le Sommier là-dessus, sur toujours ce livre France-Russie, la grande histoire de Daniel de Montplaisir. Est-ce que, moi j'ai une question un petit peu, il y a une grande rivalité en fait, c'est pas, la France cherche en effet, on voit à tâtonnement, on a vu toute cette manière de regarder la Russie, de s'en inquiéter, on essaye toujours de chercher une voie à l'Est, mais moi, je voulais vous poser une question. Est-ce que finalement, cette voie à l'est de la France, que la France cherche, elle n'est pas systématiquement contrariée par la grande rivalité qui finalement empoisonne l'Europe, qui est la rivalité entre l'Angleterre et la Russie, avec le grand jeu, et qui se poursuit quelque part aujourd'hui, puisqu'on voit bien que c'est toujours ces deux pays qui sont à couteau tiré. Oh ben là, franchement, vous parlez d'or. Parce que non, franchement, le plus grand obstacle au rapprochement successif entre la France et la Russie, il est toujours né, effectivement, de la relation avec l'Angleterre. L'Angleterre, puissance insulaire, redoute plus que tout, et maintenant ce sont un peu les États-Unis qui ont pris le relais, qu'une puissance soit dominante sur le sol continental européen. Donc alternativement, elle a peur de la France, elle a peur de l'Allemagne, elle a peur de la Russie. Et systématiquement, l'Angleterre intervient pour éviter que ces trois puissances ne risquent un jour de faire un bloc 2 par 2, naturellement. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est quand même de constater que jamais un bloc Allemagne-Russie n'a été envisagé. Jamais un bloc France-Allemagne n'a été envisagé jusqu'en 1956, je crois, c'est-à-dire et le traité de Rome, et le fameux couple franco-allemand. Mais pourquoi, alors bon, on s'éloigne un peu de la Russie, pourquoi est-ce que l'Angleterre a passé tant de temps à torpiller l'Union européenne et finalement y est en majeure partie parvenue, parce que cette union entre la France et l'Allemagne, qui lui faisait peur, comme elle a tout fait pour éviter l'union entre la France et la Russie. Il faut reconnaître quand même à la diplomatie anglaise depuis des siècles une grande habileté, parce que finalement elle est toujours arrivée à ses fins.
Oui, tout à fait. Ouais. Alors, sur la situation actuelle, la guerre, la contre-offensive ukrainienne marque le pas. On est dans une période où 1 an de guerre, vous avez parlé tout à l'heure de la fameuse, vous avez évoqué la question de la guerre et les deux pays qui s'épuisent mutuellement. C'est ce à quoi on est en train d'assister avec quand même, il semblerait, un avantage à la Russie sur le terrain, et le fait que cette stabilisation du front, finalement, use plus l'Ukraine que la Russie. Il va falloir en sortir de cette guerre. Vous avez dit, j'ai bien aimé cette expression, une guerre c'est comme une grève, il faut un moment en sortir. Est-ce que la France a voix au chapitre? Est-ce que finalement, ce que Macron a tenté de faire, il ne pourrait pas le réussir finalement? Alors, oui, c'est ça parce que nous avons déjà évoqué tout à l'heure. Ça serait, et je le répète, ça serait la logique. Il n'est pas impossible que la France puisse faire entendre sa voix et proposer une médiation. Mais il y a un certain nombre de conditions préalables. Il faut qu'elle cesse de paraître arrimée au vaisseau américain. La France devrait prendre ses distances avec l'OTAN. D'ailleurs, c'est Emmanuel Macron lui-même qui, il y a quelque temps, disait que l'OTAN est un état de mort cérébrale. Il avait tout à fait raison. Pourquoi n'a-t-il pas continué dans cette voie et tiré les conséquences politiques de son analyse qui était parfaitement juste? Et sur la Russie, il continue à dire elle ne va pas disparaître, elle est à côté de nous, et même la guerre va s'arrêter, elle sera toujours là. Alors on pourrait rêver, c'est-à-dire que la France prenne ses distances avec l'OTAN et dans ce cas-là propose une médiation. Bon, il faut évidemment tout faire, c'est une banalité pour rétablir la paix. Mais je crains que la paix ne soit rétablissable que, effectivement, par une médiation. Et il n'y a que 2 puissances qui peuvent apporter leur médiation, ou la France ou la Chine. Alors la France, évidemment, c'est beaucoup plus petit, mais elle est quand même peut-être un petit peu plus crédible que la Chine, qui est quand même plutôt alliée avec la Russie, même si les relations, comme vous savez, entre la Chine et la Russie ont toujours été complexes, ça a toujours été là aussi du je t'aime moi non plus. Ces 2 pays ont été quelquefois au bord du conflit. La France pourrait avoir un rôle à jouer, à la condition qu'elle accepte, qu'elle assume d'être de nouveau la France. Et alors ça serait quoi? Ça serait réactiver Minsk? Oui, ça serait, ou d'une autre manière. Ensuite, on peut s'entendre d'autre façon. Je pense aussi que si la France arrivait à jouer pleinement la carte de l'alliance avec l'Allemagne, vous savez, un exemple, quand Emmanuel Macron est allé rencontrer Vladimir Poutine, ça s'est passé moyennement parce que Vladimir Poutine lui a dit en gros, mais toi tu pèses quoi et qu'ensuite comme Staline avec le Vatican. Voilà, exactement, le pape combien de divisions. Et quand ensuite le chancelier allemand s'est déplacé à Moscou. Vous vous rendez compte l'allure que ça aurait eu si le président français et le chancelier allemand étaient allés ensemble voir Poutine? Alors c'est peut-être pas trop tard, mais il faut un petit peu mettre les États-Unis de côté. Il faudrait être un petit peu courageux en Europe de temps en temps. Et justement, pour revenir sur Vladimir Poutine, donc Vladimir Poutine qui est donc à la tête de la Russie depuis fin des années 90, 1999, on l'avait vu au début. Donc il a un rapport qui est plutôt donc bienveillant avec l'Occident, notamment après le World Trade Center, et puis très vite il se rend compte que finalement l'Occident le méprise, ne prend pas pour un grand pays. Et alors lui, Vladimir Poutine, il y a successivement donc Jacques Chirac, puis donc Nicolas Sarkozy, François Hollande, puis Emmanuel Macron. Vladimir Poutine, comment justement il traite avec ces différents homologues-là? Vladimir Poutine, il est quand même, il ne faut pas l'oublier, un peu dans la succession de Helsinki, qui croyait beaucoup à la paix et même à l'alliance avec l'Ouest. D'où la dissolution du pacte de Varsovie. C'est quand même très important. Lorsque les Russes disent « ça y est, nous n'avons plus d'ennemis à l'Ouest », donc nous supprimons notre alliance militaire contre l'Ouest. Et l'Ouest, lui, n'a pas supprimé l'OTAN. Et c'est même du temps de Nicolas Sarkozy que la France a rejoint l'OTAN. Ce qui, pour moi, est un contresens majeur. Ce qui a provoqué, évidemment, de la part de Poutine, un début de méfiance. Ensuite, avec les présidents, évidemment, selon la personnalité des uns des autres, les choses se sont passées plus ou moins bien. Mais c'est vrai que Poutine est derrière lui l'orgueil national russe, qui est extrêmement important, s'est senti un peu méprisé, bafoué par cette France qui finalement choisissait plutôt l'atlantisme, alors que les Russes considéraient que l'Atlantique n'était plus ennemi. Donc ils se sont sentis à la fois un petit peu trahis, mais surtout plus que trahis, dans leur orgueil national blessé. Ce week-end, dans sa grande conférence de presse, Vladimir Poutine a cité Jacques Chirac. Ça vous a surpris
Non, pas du tout, au contraire. Une nostalgie, vous pensez qu'il... Clairement, parce que je pense que Poutine a estimé, vous avez raison, quand il arrive au pouvoir il y a très longtemps, hein, c'est ça, ça fait 24 ans, c'est ça. 24 ans, donc quand il arrive au pouvoir, c'est Chirac qui est au pouvoir, et Chirac est encore peut-être le dernier président français qui a incarné l'indépendance nationale, et une France forte qui fait entendre sa voix. Donc Poutine a effectivement a eu confiance en Chirac, a été déçu par la suite, et d'ailleurs c'est tout à l'honneur finalement de Vladimir Poutine, même si par ailleurs son comportement de guerrier évidemment est assez scandaleux, parce que c'est quand même une parenthèse, mais c'est une guerre sale qui est menée en ce moment en Ukraine. C'est une guerre monstrueuse, hein. C'est une guerre sale dont on ne va pas tresser des couronnes à Vladimir Poutine, bien au contraire. Mais c'est vrai que je trouve que de sa part, c'est assez honorifique d'avoir rappelé que du temps de Jacques Chirac, la France et la Russie pouvaient faire des choses ensemble. Et ce qui n'était pas le cas de Nicolas Sarkozy, on se rappelle de cette conférence de presse, on voit après Nicolas Sarkozy on pensait même qu'il était sous, et qu'en réalité il est complètement choqué parce que Vladimir Poutine l'avait remis à sa place, notamment en lui expliquant que son pays était immense, que la France était toute petite, et que finalement Nicolas Sarkozy incarnait véritablement la France soumise aux États-Unis et à l'OTAN. Oui, il paraît que Poutine l'aurait dit, si tu continues à me donner des leçons, tu vas voir ce qui va t'arriver. Enfin, quasiment une menace de costaud dans la cour de récréation. C'était effectivement assez pathétique. Mais moi, je trouve quand même que Nicolas Sarkozy, quand il est venu faire cette conférence de presse, il avait vraiment l'air de quelqu'un qui avait bu un coup en trop. Hein. Je suis désolé. Oui, aussi, oui. Oh oui, il n'y avait pas que l'engueulade de Poutine, à mon avis. Hein. Parce que justement, donc il y a Nicolas Sarkozy, puis François Hollande, passons, si vous voulez bien. Et après, il y a Emmanuel Macron qui essaye d'être cette synthèse entre un Chirac donc, qui est toujours avenant, et en même temps Emmanuel Macron qui est lui aussi dans l'OTAN, et puis plutôt politiquement correct, en tout cas d'un point de vue international. Macron n'a fait que la moitié du chemin. Voilà. Il n'a fait que la moitié du chemin, c'est-à-dire qu'il a intelligemment tendu la main à la Russie, mais il est resté rivé. Il n'a pas osé franchir le pas, il est resté rivé à l'OTAN. En même temps, aujourd'hui, vu la façon dont Poutine se comporte, en exagérant à peine comme un dictateur sanguinaire, il est évident que lui retendre la main n'est pas évident. Hein. Oui, voilà, on reviendra justement là-dessus. Régis Le Sommier. Non, moi je trouve que vous passez un petit peu vite François Hollande. Il y a quand même eu les accords de Minsk, il y a quand même eu une tentative de la part de la France, à l'époque liée à l'Allemagne. Alors on sait depuis que Angela Merkel a dit que c'était pour gagner du temps, pour permettre à l'Ukraine de s'armer, en tout cas, voilà, donc tout ce qui rend hystérique les Russes. Mais en tout cas, il y a eu peut-être une occasion manquée, non ? Ah ben l'histoire de la France. D'abord, c'est pas moi qui suis passé rapidement sur François Hollande. Oui, c'est moi. J'accuse l'animateur. Vous avez raison. Parlons de François Hollande qui a son intérêt. Non, François Hollande ici n'a pas été un ectoplasme, loin de là. Mais c'est vrai qu'on rencontre toujours cette difficulté avec la Russie d'aller jusqu'au bout. D'ailleurs, quand j'ai écrit ce livre, j'ai été frappé du nombre de traités, de tentatives de traités, d'accords de coopération, mais nous avons signé des dizaines, des centaines, même à un moment donné, pour l'historien qui analyse tout ça, ça devient vraiment lassant, qu'on dit, bon, non, ça suffit, quoi, tous ces accords, finalement, ça débouche sur pas grand-chose. Cette impression permanente que l'on patine. Mais Minsk, vous avez raison, ça a été un grand moment, une espérance, et puis après, ça fait flop. Après, je pense au dialogue de Trianon, vous vous souvenez, début de l'ère Macron. Au début de l'ère Macron, oui. Là aussi, on avait essayé de rendre ça un petit peu, de l'attacher à des symboles de la France. Enfin, c'est-à-dire que la France ne peut pas à la fois être arrimée aux États-Unis, être un bon toutou de la Commission européenne et mener une politique étrangère indépendante et mener une politique à l'Est. À un moment donné, il va falloir choisir. Couper une des deux ficelles. Et justement, quand évidemment Vladimir Poutine n'est pas éternel, il va partir. À un moment, cette guerre en Ukraine va aussi s'arrêter. Alors comment vont évoluer ces relations entre la France et la Russie ? C'est-à-dire que
Bon voilà, est-ce qu'on pourra revenir un jour à la réelle politique du général de Gaulle, c'est-à-dire se dire bon bah voilà, la Russie a aussi cette responsabilité dans cette guerre, a une responsabilité évidemment dans cette guerre en Ukraine. Bon bah voilà, on va passer outre parce que c'est aussi un partenaire et puis on l'a vu dans ce livre, c'est un allié historique de la France. Ou alors ça ne se fera jamais parce que comme vous dites, la France sera toujours alliée à l'OTAN et donc ne pourra jamais véritablement retrouver cette alliance comme avec le général de Gaulle avec la Russie. Alors, je suis historien et pas futurologue. Hein, oui, bien sûr. Désolé. Vous citez quelque chose qui, effectivement, est une réalité qu'il ne faut jamais oublier. Les hommes passent. Il y aura forcément un après-Poutine. On ne peut pas savoir quand. Il est certain que le successeur de Vladimir Poutine va tenter de reprendre les choses différemment. Supposez que la guerre ne soit... Parce que c'est une guerre qui ressemble même presque maintenant un peu à une guérilla. Moi, je suis frappé de voir que, malgré la puissance de feu des armes, c'est une guerre qui n'avance pas énormément par rapport à la Première et la Deuxième Guerre mondiale, aux puissances de feu, je ne parle même pas du nucléaire bien sûr, les puissances de feu conventionnelles sont considérables et on a l'impression que c'est une guerre, on détruit des bâtiments, on s'attaque surtout à des populations civiles, etc. Donc cette guerre pourrait s'éterniser et peut-être durer jusqu'au départ de Vladimir Poutine et à ce moment-là arrivera un homme qui sera nécessairement tenu de prendre les choses autrement. Et j'espère à ce moment-là que la France rattrapera le rendez-vous. Merci Daniel de Montplaisir. On continuera évidemment à suivre ces relations entre la France et la Russie. On rappelle le titre de votre livre France-Russie, la grande histoire d'Anne de Kiev à Vladimir Poutine aux éditions Mareuil. Et puis on rappelle évidemment aussi que Régis Le Sauvier, vous êtes auteur de La vérité du terrain, récit d'un reporter de guerre aux éditions Bouquin, puis de Jusqu'au dernier Ukrainien, récit d'un reporter aux éditions Max Milo. Et le deuxième numéro de Omerta est disponible dans tous les kiosques. Immigration, chaos organisé. À partir de jeudi. Merci à tous les deux.